Bonjour Cyril. Cette émission, je l'adore. C'est-à-dire que ça va du coq à l'âne. On partage les affaires ici comme si on partageait... Qui est le coq, qui est l'âne? C'est moi le bourriquet. Et c'est moi le bourriquet. On écoutait Kassav là, parce que Kassav vient de fêter ses 40 ans. C'est pas rien quand même. Peut-on mettre du respect sur le nom? Mais quand même, hein. Je dis merci comme si c'est moi qui ai créé le merci. C'était pour toi. Et la Martinique a un drapeau et un hymne. On va pas parler là-dessus. Je vais faire une chronique là. Le lambi, il faut que je... Laisse ça. Je vais faire une chronique là-dessus. C'est vrai qu'il y a la vidéo Facebook, d'accord? Oui. Mais il y a des gens qui nous écoutent. Et je t'ai déjà dit, quand tu fais ça, ils n'entendent pas. À la télé, à Facebook, ils voient tes gestes. À la télé? À l'oreille, ils ne voient pas ce que tu dis. D'accord. Laisse ça. Tu sais, quand tu dis laisse ça, mais tu continues ça de gestes qu'on ne voit, on ne sait pas ce que ça veut dire. Je demande à Cyril de décaler le sujet. Je ne parle que de la Martinique. Non, on était bien là parce que c'était... Très bonne chronique d'Émilie sur la crise anglophone au Cameroun. Allez voir. C'est là, vous partez là, on va se faire plein d'amis encore. Mon sujet est un peu différent. Heureusement que je n'ai même pas parlé. Et toi, on va parler des ordures, Jacques. On va parler des ordures du Canada, oui. Les ordures, la poubelle, les ordures des salopards. Les déchets. On ne dit pas des choses comme les déchets. Oui, mais si tu veux penser à certaines personnes qui te sont venues spontanément lorsque tu m'as entendu dire ordure, va, pense. Fais une liste, donne les noms. Ok. Disons-le, ok? Oui. On a débattu un peu parce que je voulais comprendre, mais les ordures du Canada, c'est quoi l'intérêt? C'est quoi? Pourquoi t'en parles? Pourquoi tu n'es pas écologique? Quoi? Dans la team écologie, parce disons que non, je ne vais pas dire que tu n'es pas écologiste, mais disons que c'est pas non plus le drapeau que tu mets le plus en avant, de toi à moi. Tout à fait. Voilà. Bah, du coup, cette chronique va te permettre de voir contextualiser. Les ordures du Canada. Pourquoi est-ce qu'on va parler Pourquoi est-ce qu'on va parler des ordures du Canada? Et pourquoi j'ai envie d'en parler? Parce que j'ai toujours envie de parler de colonialisme. Et Cyril a fait des gros yeux quand je lui ai dit tu vas parler des déchets du colonialisme. Qu'est-ce que c'est? Oui Cyril, je vais parler des déchets du colonialisme. En fait, je ne sais pas si tu as vu dernièrement dans l'actualité, il y a eu cette affaire du Canada avec les Philippines. Non, tu n'as pas remarqué? Non, j'ai pas remarqué ça. Dans l'actualité, on a eu cette affaire où les Philippines demandaient, le président des Philippines, donc Rodrigue Duterte, que j'aime pas beaucoup en passant. Non, c'est sûr, oui, mais ma chronique n'est pas sur lui. Mais en tout cas, il réclamait à corps et à cri que le Canada vienne récupérer ses déchets. À peu près plus d'une soixantaine de conteneurs de déchets canadiens se trouvaient près du port de Manilla, qui est la capitale des Philippines. Et ça faisait des années, parce que ça dure depuis 2013, que la population sur place, notamment des associations écologiques, réclame que le Canada vienne récupérer ces déchets qui pourrissent sur le port de Manilla depuis 2013. Et là, on est en 2019 et l'affaire a enfin été réglée. La décision qui a été décidée, c'est que Ottawa allait payer entièrement... J'aime beaucoup l'expression. Vraiment, là, tu es fatigué parce que... Laisse-moi finir. Ottawa devait payer pour récupérer tous les containers, plus d'une soixantaine. À la base, il y en avait plus de 100. Entre-temps, des déchets ont été détruits, brûlés, etc. Donc, il en reste à peu près 63, je crois. Et Ottawa va payer entièrement la note pour rapatrier ces containers. Et donc, j'entends parler de cette actualité. Tu sais, moi, je suis dans le métro, je lève les yeux, je vois l'écran. Le Canada va payer la note pour récupérer les containers de déchets qui sont arrivés aux Philippines parce qu'ils avaient été mal labellés. Et moi, dans ma tête, tu sais, je suis dans le métro, je dis, qu'est-ce que les ordures du Canada font aux Philippines? C'est ce que j'ai eu comme réaction quand tu as annoncé moi, ça m'a trotté dans la tête. Je vais aller dire, comment? Donc après, en grattant un petit peu, j'ai appris, ils se sont retrouvés aux Philippines parce qu'ils avaient été mal étiquetés. À la base, c'était des containers qui devaient être envoyés pour le recyclage. Et apparemment, à l'intérieur, il y avait des déchets qui n'étaient pas prévus pour le recyclage, des déchets qu'on ne peut pas récupérer. Et donc, les Philippines voulaient qu'on les récupère. C'est ce que les médias mettaient en avant. Les containers sont arrivés aux Philippines parce qu'ils ont été mal étiquetés. L'industrie qui les a envoyés a prétendu que c'était des déchets qu'on pouvait recycler. Or, ça ne fonctionne pas, donc on va les rapatrier. Plus d'autres infos. Et tu sais, moi, je lis ces infos-là, je me dis, mais qu'est-ce que le recyclage de base du Canada fait aux Philippines, même si ça avait été mal étiqueté? Donc, si ça avait été bien étiqueté, si ça devait être pour le recyclage, pourquoi est-ce que le Canada envoie ces ordures de recyclage au... Tu sais, ça a commencé
à tiqueter dans ma tête. Donc, je suis allée gratouiller du côté des ordures et gratouiller du côté du recyclage. Parce que comme tu l'as remarqué, Cyril, ces derniers temps, on est littéralement bombardé de messages pour recycler. Si vous êtes un bon citoyen, recycler. Tu reçois dans ta boîte aux lettres tout le dépliant pour expliquer le recyclage. Si tu respectes mal le recyclage, tu risques des amendes. Parce que si tu mets à recycler ce qui n'est pas prévu pour le recyclage, tu peux recevoir des amendes. Donc, je me dis, bah tiens, je vais aller m'intéresser à cette histoire de recyclage parce qu'on nous bombarde là-dessus. Et Dieu seul sait que j'ai l'habitude de dire recyclage so white, écologique so white. Donc, allons chercher de ce côté-là. Savais-tu, Cyril, que le Canada fait partie des pays signataires ayant signé la Convention internationale de Bâle, que les États-Unis n'ont pas signé, soit dit en passant, j'expliquerai pourquoi, c'est intéressant de le savoir. Donc, la convention qui interdit aux pays développés signataires, en l'occurrence le Canada, d'envoyer leurs déchets toxiques ou dangereux aux pays en développement sans leur consentement éclairé. Tu connaissais? C'est tout à fait logique. C'est une convention qui existe depuis 1992. Je dois dire que je suis assez étonnée que tu me dises que c'est tout à fait logique parce que moi, quand j'ai vu que le Canada avait signé cette convention, je me dis, nous nous trouvons dans une situation mondiale où nous avons besoin d'une convention pour s'assurer que des pays riches comme le Canada n'envoient pas leurs déchets toxiques dans les pays en développement. On a besoin d'avoir une convention qui les interdit de le faire. Et cette convention n'est pas obligatoire à signer. Je précise, les États-Unis n'ont pas signé. Tu allais dire? J'allais dire, c'est comme si tu me demandais, est-ce qu'il est normal qu'on ait une convention pour demander à ces pays fabricants d'armes de ne pas envoyer leurs armes dans des pays... tu vois, c'est le même esprit. Je comprends tout à fait. Moi, j'avoue peut-être que j'ai encore un petit côté, peut-être 1,2% naïf. Tu leur donnais qui est encore un petit peu de crédit. Pourquoi je fais ça? On va retourner en fait aux racines du problème parce que quitte à attaquer l'entreprise du recyclage, autant y aller à fond. Donc les racines du problème, et là Cyril, tu vas pouvoir faire les gros yeux, la colonisation. C'est fou. Émilie a dit dans sa chronique précédente, c'est fou quand dès que tu commences à gratter, tout remonte systématiquement à la colonisation. Eh bien, dans la crise des déchets actuelle, dans la crise écologique actuelle, nous sommes obligés de revenir aux racines du problème. Et le problème se trouve où? Dans la colonisation. Il faut bien comprendre qu'au moment où il y a la colonisation, Cyril, on va donc revenir aux bases, il y a une imposition d'un modèle productiviste et capitaliste qui se fait, d'accord? C'est-à-dire que des pays riches vont s'accaparer des terres et ensuite, pour pouvoir créer des richesses, vont s'assurer que ces territoires soient dans la production et donc pour la production pour envoyer de la production dans la surconsommation des pays riches. Est-ce que tu vois où je veux en venir? D'accord? Donc, ça va donner qu'on va imposer des cultures, notamment des monocultures sur des territoires qui sont techniquement des cultures intenables sur le très long terme puisque ça va détruire l'écosystème et la biodiversité. Si vous obligez un territoire à se concentrer sur une seule culture, une culture de masse et d'accélérer en fait le processus par tout un tas de traitements chimiques, vous détruisez la biodiversité et le territoire de ces cultures. Bien sûr, c'est ce qui s'est passé en Guadeloupe et en Martinique avec la canne à sucre et la banane, pour chez moi. C'est ce qui s'est passé dans le nord du Brésil avec la canne à sucre. Je pourrais vous donner tous les exemples des anciennes colonies et toujours colonies des métropoles. Ce sont des territoires qui ont été détruits par ces monocultures et par l'acharnement productiviste. Bon. Comme j'ai dit, il y a un épuisement des terres et c'est de là que l'Europe et les Amériques vont s'enrichir grâce à cette colonisation et cette production de ressources. D'ailleurs, c'est pendant cette période-là, pendant la colonisation, que s'impose cette idée d'opposition entre ville et nature. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est une construction humaine de considérer que, ok, on a d'un côté la ville, de l'autre côté la nature, et la nature est censée être une base de ressources. Même au niveau de notre terminologie, comment on va parler des forêts ou des eaux, etc., on va dire ressources, on est en train d'épuiser les ressources, parce qu'on a cette conception de la nature comme étant une espèce de dépôt dans lequel on peut se servir pour créer en fait de la richesse. Si vous intéressez un petit peu aux cultures autochtones notamment, lorsque ce sont des populations qui prennent la parole à propos de la nature, ils vont pas en parler comme de ressources. Donc ça, c'est une manière de penser qui est coloniale et qui est capitaliste, de considérer que la nature est là pour nous donner de quoi créer, pour la travailler, donc l'extraire et donc créer de la richesse. Bon. À cause de ces monocultures, etc., les populations qui vont continuer de créer dans la survie. Arrivent les indépendances, ok? Après les indépendances, on pourrait se dire, ok, pendant la période de colonialisme, ça a créé finalement ce drame écologique. Est-ce qu'après la période coloniale, pendant les indépendances, est-ce qu'on a pu inverser la vapeur? Pas du tout, parce qu'après les indépendances, va avoir la dette. Il faut bien comprendre que toutes les anciennes colonies, quasiment, vont se retrouver endettées
par rapport à leur métropole. Ils doivent rembourser le fait d'avoir pris leur indépendance. Ce qui veut dire qu'on a des territoires qui vont continuer à créer et martyriser finalement leur territoire pour pouvoir rembourser au plus vite leur dette. On a un dictateur, désolé, c'est un dictateur qui l'a dit, mais un dictateur indonésien qui s'appelle Suharto, qui a dit notamment, il n'est pas nécessaire de se casser la tête à propos de dettes, car l'Indonésie a encore des forêts pour la rembourser. Donc, il faut bien comprendre que toutes les anciennes colonies vont encore se retrouver dans ce système capitaliste ultra-productiviste pour s'assurer de rembourser les dettes qui continuent d'avoir un impact catastrophique sur leur économie et donc des populations qui sont dans la survie. Et donc des populations qui se retrouvent sur des territoires qui sont donc sans biodiversité, avec on va dire la pollution qui est faite par rapport aux eaux, la pollution par rapport aux forêts, etc. Donc, continuons là-dessus. On se retrouve donc dans une situation où d'un côté, vous avez des territoires qui sont sous les dettes et qui sont dans des situations économiques capitalistes, et de l'autre, les pays riches dans le sens avec énormément d'entreprises internationales qui dirigent leur marché, qui se trouvent dans la surconsommation, la production à outrance, d'accord? Ouais. On est dans des pays qui sont constamment en train de nous pousser à surconsommer. Mais il faut bien comprendre que pour pouvoir surconsommer, il faut qu'il y ait des produits, il faut qu'il y ait un marché. Et donc, ce qui va se faire, c'est qu'on a donc des pays qui vont continuer à demander à leur ancienne colonie, au territoire, de leur produire les fameuses matières premières, de leur produire les matières brutes pour pouvoir offrir à la consommation, d'accord? C'est pour ça qu'on se retrouve dans des situations où on va voir une matière qui est considérée comme rare, qui en fait ne l'est pas. Elle est pratiquement disponible dans le monde entier, mais on va seulement aller la prendre par exemple en Chine pour 95%. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement coûteux en termes de travail, c'est extrêmement dommageable par rapport en termes de territoire, c'est extrêmement polluant comme entreprise. Donc les pays riches ne vont pas avoir ce type d'usine ou d'exploitation sur leur territoire, ils préfèrent le faire sur les anciennes colonies. Ok? Ça c'est pour vous donner le grand contexte mondial. Ok? Vous êtes tous encore avec moi? Cyril est perdu. Non, Okay. Je vois d'un côté dette, de l'autre surconsommation. Exactement. Donc, flash forward, on se retrouve au 21e siècle dans une situation où on a des pays qui produisent beaucoup trop parce qu'on est dans la surconsommation. Parce que l'on surconsomme, on produit énormément de déchets, d'accord? Le premier producteur de déchets, ce sont les États-Unis, mais les Amériques et l'Europe sont juste après. On produit le plus de déchets au monde et surtout, on produit le plus de déchets non recyclables au monde. Et là, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Où est-ce qu'on ne peut pas les brûler parce que c'est extrêmement polluant, on ne peut pas les enterrer parce que c'est extrêmement polluant, et on ne peut pas les recycler parce que ce ne sont pas des matières qu'on peut recycler. Donc, on est dans une crise actuellement de la crise du déchet qui va amener cette fameuse obsession autour du recyclage. Maintenant, je vous ai expliqué rapidement comment fonctionne le monde actuellement. On est dans un système capitaliste issu de la colonisation, issu de ces rapports de pouvoir nord-sud, énorme guillemets sur les nord-sud, donc toujours avec ces mêmes idées de certaines parties du monde vont s'organiser pour s'assurer que d'autres parties du monde servent leurs intérêts. Et lorsque vous regardez comment fonctionnent les entreprises de recyclage, et lorsque vous regardez comment fonctionne la crise autour des déchets et la crise écologique, ce sont ces mêmes rapports de pouvoir nord-sud, c'est-à-dire on a les pays riches qui vont dire on a trop de déchets, où est-ce qu'on va aller les bazarder? Ben, on va les envoyer à nos anciennes colonies. Tu me suis encore jusqu'à là, Cyril? Je te suis, okay. Je te suis même bien. Du coup, on en arrive dans une situation où dans les pays riches, on a ce bombardement constant sur le besoin de recyclage. Et quelque part, dans les consciences, on a développé une vision du recyclage comme étant, ok, on va recycler, on va sauver la planète. Pratiquement la moitié de ce qu'on achète peut être recyclé, donc on recycle en bon citoyen. Et surtout, le recyclage, cette espèce d'entreprise un peu magique, fairy tale. Oh, je donne un sachet et puis ça va revenir en bouteille, cool. En fait, non. Le recyclage est une entreprise comme les autres. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui doit être rentable. C'est une entreprise qui représente plusieurs multi-billions de dollars US déjà. C'est une entreprise qui doit être rentable et surtout, c'est une entreprise qui est extrêmement complexe. En fait, pour vous donner une petite idée, entre 1950 et 2015, on a produit à peu près 6,5 billions de tonnes de plastique. Et seulement 9% de ces tonnes-là ont pu être recyclées sur cette période-là. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on recycle, c'est extrêmement difficile de faire la différence entre un produit qu'on peut recycler ou pas, même quand on essaye de nous l'expliquer. Ce qui veut dire que lorsque ça arrive aux entreprises de recyclage, ils doivent faire le tri. Ils doivent faire le tri à la main. Tu savais par exemple, Cyril, que si tu recycles, les canettes de soda colorées et les canettes de soda claires ne doivent pas être mises dans les mêmes endroits, en fait. Ah ouais. Voilà, c'est pour te dire à quel point c'est spécifique. Le plastique,
en fait, est très difficile à recycler parce que les sachets se coincent dans les machines. Et en plus, s'il y avait de la nourriture dedans, techniquement, on peut pas le recycler. Si ça a été contaminé. Je reviendrai là-dessus. Moi, j'ai adoré faire cette recherche, tu sais, parce que je suis pas dans le milieu écologiste, donc ça m'a beaucoup amusé. Donc, je suis en train de faire cette recherche parce que, et je précise, je recycle. Avec vous, hein. Ah, venez pas me tomber dessus, je recycle, ok? Mais voilà. Donc, on est dans cette situation où le recyclage est extrêmement compliqué, il faut le faire à la main. Bien sûr, le faire à la main, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. C'est pas un travail très glamour. Tu vas pas trouver énormément de gens qui vont te dire « Ah, bah moi, dans le futur, j'aimerais être recycleur de poubelles, d'usines. » Exactement. Et donc, c'est pas rentable. L'entreprise de recyclage, en grosse partie, ça fait pas de l'argent, c'est pas rentable. Donc, qu'est-ce que font les pays riches? Ils envoient dans les pays où ils savent qu'il n'y a pas autant de protection des droits du salariat, c'est déjà mal payé au niveau des salaires, il n'y a pas encore trop de lois au niveau de protection de l'environnement, notamment la Chine. Donc, ils choisissent ces pays-là et en fait, ce qu'ils faisaient ces 20 dernières années, c'était de vendre leurs déchets à la Chine. D'accord? La Chine était en mode, nous, on a besoin de matières premières, on produit énormément, on a besoin de matières brutes, envoyez-nous vos déchets, envoyez-nous nos déchets. Donc, depuis des dizaines d'années, les pays vendaient à très bas prix, très cheap, à la Chine leurs déchets. Sachant pertinemment, parce qu'après, je vous rappelle qu'on pourrait se dire, oui, mais c'est la Chine qui a demandé. Je vous rappelle que ça signifie que des pays riches, plutôt que de se positionner pour qu'un pays comme la Chine développe ses droits au niveau de protection des salaires, au niveau de protection de l'environnement, etc., profitent de la situation en se disant, au moins, ça nous permet de nous débarrasser de nos déchets parce que sinon, on ne sait pas quoi en faire. D'accord? Ils envoient à la Chine. Sauf que la Chine, depuis ces 10 dernières années, est en train de beaucoup changer au niveau politique et protection des droits, notamment de sa population. Les salaires augmentent petit à petit. Les conditions de travail sont de plus en plus, on va dire, réglementées. Et notamment, la Chine a de plus en plus de développement au niveau du soin de son environnement. Il y a énormément d'associations qui ont fait beaucoup de travail pour faire avancer le besoin de protéger son environnement. Et comme je l'ai dit, toute l'entreprise du recyclage, c'est extrêmement polluant. Même quand vous recyclez, le simple fait de recycler est extrêmement polluant. Donc, en 2018, la Chine a dit, en 2017, oui, c'est ça, en 2017, la Chine a dit, écoutez, vous êtes bien gentils, mais nous, ça ne nous intéresse plus. Donc, voici les 24 types de matériaux qu'on ne recycle plus. C'est la grosse majorité. En fait, ils ont dit au monde entier, on ne veut plus être la poubelle du monde entier. Gardez vos déchets. Et ça a créé une crise mondiale. C'est-à-dire que les pays se sont retrouvés à être débordés de déchets parce qu'ils ne savaient plus où les envoyer. Notamment au Canada, on a Halifax qui avait tellement de déchets qu'ils ont essayé de les enterrer. On a Calgary, je crois, qui a essayé de les brûler. Il faut savoir que brûler, ça pollue l'air et ça empoisonne. Donc, aux États-Unis, c'est une cata parce que, la Chine ne prend plus nos détritus. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, la Chine Tu vois, quand tu abordes le sujet comme les ordures... La Chine ferme son port en disant on veut plus de vos déchets. Et là, tu as les Philippines, Vietnam et Thaïlande qui disent ben, si vous voulez, nous on est OK. Sauf que Philippines, Vietnam et Thaïlande disent si vous voulez, on est OK en sachant pas trop bien la tonne de déchets que recevait la Chine. Et bien sûr, le Canada, les États-Unis, l'Europe ont sauté sur l'occasion et ont déversé leurs tonnes de déchets aux Philippines, au Vietnam, au Thaïlande. Ça a créé, en pratiquement une nuit, ils ont eu plus 1300% de déchets sur leur territoire. Ils n'avaient pas les usines, ils étaient loin des infrastructures qu'il y avait en Chine, loin au niveau des protections de la population et de l'environnement. Et surtout, il fallait savoir, l'entreprise de recyclage, on n'a pas tellement de nombre en fait, parce que beaucoup de pays font passer des produits de recyclage comme étant pouvant être recyclés. Et en fait, non, ça peut pas être recyclé. Donc, la Chine se retrouvait à brûler, quand je vous dis que c'est très polluant. Donc, catastrophe écologique et naturelle. Si vous tapez Vietnam, si vous tapez Philippines, si vous tapez Thaïlande, déchets, vous voyez les photos, vous avez des territoires entiers engloutis sous des déchets qui polluent. Vous voyez des sachets Walmart, vous voyez des sachets Tim Hortons aux Philippines. Ok, d'accord. Bon, catastrophe. Donc, du coup, eux-mêmes sont en train de dire, ok, en fait, non. Ça on prend pas. Donc, ils sont en train de revenir, en fait, sur les accords qu'ils avaient donnés. D'où cette situation, cette année, en 2019, où le Canada se retrouve à, on va dire, argumenter avec les Philippines. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en 2013, les Philippines disent au Canada, vous nous avez envoyé ces déchets-là. Ils correspondent pas à ceux qu'on recycle, venez les récupérer. Et le Canada dit, bon, bah, ils sont déjà chez vous, donc, je sais pas, moi, faites quelque chose là-bas, brûlez-le. Et les Philippines disent, non, vous savez pertinemment qu'on peut pas, venir récupérer vos merdes. C'est des ordures. Et il a fallu attendre 2019
pour que le Canada, Ottawa finisse par dire ok, on va les récupérer. On ne sait pas combien ça coûte pour qu'ils les récupèrent. Ils ont refusé de le dire. Ils savent pas ce qu'ils vont en faire. Et on est toujours dans cette crise des déchets en fait. Donc pour conclure, pour comprendre l'incident entre le Canada et les Philippines, il faut prendre en compte le système global, les relations nord-sud et le capitalisme. C'est en fait la crise écologique est vraiment c'est un reflet de la surproduction des rapports de domination et de pouvoir, notamment entre ce fameux nord-sud, la surproduction d'un côté et l'utilisation de l'eau de leur matière première et l'idée que leur environnement compte moins finalement que celui du nord, mais c'est aussi une approche que l'on a de l'environnement et du recyclage. En fait, tous les experts dans le recyclage disent c'est pas l'histoire de recycler ne va pas sauver la planète, ça sert à rien, c'est tout aussi polluant. En fait, il faut qu'on revienne au cœur de notre système qui est nous consommons trop. Et le système capitaliste ne peut pas être un système qui respecte l'environnement. Donc, si on ne revient pas aux racines de ce système-là, vous pouvez recycler vos sachets autant que vous voulez, ça va tout autant attaquer l'environnement. Mais d'un autre côté, quand tu es un peu cynique, Cyril, c'est facile de comprendre pourquoi il y a eu autant de... Tu me dis, pourquoi il y a autant de campagnes autour du recyclage dans ce cas-là? Parce que forcément que le gouvernement va appuyer une méthode qui, un, représente techniquement de l'entrepreneuriat, ça fait de l'argent, et deux, qui n'est pas une solution de fond. Recycler, dire aux populations de recycler, ça ne va pas les forcer à remettre en question les pipelines de Trudeau, tu vois, c'est pas... ben oui, on va dire aux gens de recycler, on va interdire les pailles, ça va sauver l'environnement. Enfin, voilà, à un moment donné, il faut juste être réaliste sur le type de système dans lequel on est et le type de gouvernement que l'on a. Donc, en gros, pour revenir sur l'écologie, quand tu disais, mais t'es pas vraiment écologiste, toi. Non, parce qu'un vrai projet écologique devrait se situer dans la fin des dettes, devrait se situer dans la répartition des richesses. Et un vrai projet écologique, finalement, c'est un projet qui se situe dans la fin des rapports coloniaux. Parce que tant qu'on aura ces rapports coloniaux et cette imposition de système capitaliste, ça va continuer à avoir un impact dramatique sur l'écologie parce que la crise écologique est née de la colonisation, est née du capitalisme. Donc, les écologistes, en mode, on va aller supprimer les pailles, sauver les baleines, tant que vous ne parlerez pas de colonialisme, je n'irai pas voter pour vous. Voilà. C'est pour ça que j'avais fait le hashtag écologie to white et toxic colonialism. J'aime beaucoup le toxic colonialism. Hashtag. C'était la fin de ma chronique. Je vois ça, que c'est la fin de ta chronique. La crise du déchet, des conteneurs qui se retrouvent aux Philippines. Voilà où ça nous a mené aujourd'hui. Tu vois, Cyril? À cette chronique-là. Les ordures du Canada. Les ordures du Canada nous mènent au colonialisme. Mais... ok, j'apprends quelque chose, sincèrement. J'ai appris non, en lisant. Je savais que, je veux le dire, je savais qu'il y avait des déchets qu'on balançait dans nos pays. Et pardon, je vais parler de la Chine, mais le premier pays qui reçoit les déchets du monde, c'est le Ghana. Il y a le Ghana, après il y a la Chine. Là, tu viens de gâcher ma journée. Là, tu viens de gâcher ma journée. La grosse majorité viennent Asie du Sud-Est, mais Afrique du Sud, Ghana, pas Éthiopie, non, j'en ai un autre, attends. Mais le premier au monde, c'est Ghana, Nigeria, Somalie. C'est eux qui reçoivent les déchets du monde. Et des déchets impossibles à recycler. Imagine l'impact écologique. C'est pour ça qu'on ne respire pas au Nigeria. Voilà. Tu vas à Lagos, tu ne respires pas. Mais pourquoi ça arrive? Parce que ce sont dans des rapports de pouvoir qui sont déjà établis. Et également, si vous vous intéressez un peu, comme je l'ai dit, je vais vous mettre les ressources. Mais les territoires du monde qui ont encore le plus de biodiversité, ce sont les territoires où les populations autochtones ont le plus réussi à maintenir leur autonomie sur ces territoires. Pourquoi? Parce qu'ils ont un rapport à nature qui est respectueux. Tout à fait. Qui n'est pas dans l'idée de la nature est une ressource. Donc les seuls domaines du monde où on a encore la plus de biodiversité sont les territoires autochtones qui n'ont pas été, où ils ont réussi à empêcher la colonisation. Merde. Mais après, on a le monde occidental qui veut se faire à la pointe du combat écologique et nous expliquer comment on va sauver la planète. Mais enfin, voyons. Donc, si j'ai bien compris, avant que tu n'exploses tout là dans le studio, la canette de Coca-Cola, quand je vais la jeter, je dois mettre dans une poubelle particulière de la canette blanche de je sais pas. En fait, actuellement, au niveau du foyer, c'est impossible de recycler comme ça pourrait être recyclable. Donc, c'est pour ça que même nous, en fait, on fait la première étape quand on recycle avec nos 3-4 poubelles. La première étape, c'est juste infiniment petit par rapport à toutes les étapes qu'il y a à faire pour avoir un recyclage
vraiment complet, d'accord? C'est pour ça qu'il faut autant de gens derrière qui repassent à la main. Ils peuvent même pas automatiser. Il faut repasser à la main pour séparer. Mais le problème, c'est pas... Et quand tu recycles, en fait, pour la partie qui est recyclée, tout le reste pollue tellement qu'au final, ça ne change rien. Et le problème, c'est pas que on devrait faire en sorte que tout le monde puisse avoir 15 poubelles et recycler parfaitement. Le problème, c'est qu'on est dans des systèmes qui nous poussent à surconsommer. Et donc, on est constamment dans la consommation et donc, on est constamment dans la production et dans l'accumulation de richesses, accumuler pour accumuler. C'est tout. Vous voyez pourquoi le papier n'est pas sexy? Pour des chroniques, Émilie et toi, ça fait 12 feuilles. Moi, je garde tout, je jette rien. Voilà.